le gros livre en action. Alors, en action, ça veut dire qu'on se concentre à mettre en application ces étapes. Alors, la semaine dernière, on a vu les avant-propos, la préface, les avant-propos, et on a vu dans ces pages-là l'importance du gros livre. On sait qu'à l'époque, de 1935 à 1939, il y a eu 100 membres, hein, du bouche à oreille, ça s'est fait par bouche à oreille, et ils étaient en 4 ans, il y a 100 membres qui sont devenus abstinents de façon permanente. Ensuite, lorsque le gros livre a sorti en 1939 jusqu'à 1941, il n'y a pas eu de publication, mais quand le gros livre a sorti, il y a eu 800 demandes d'aide, et ce qu'ils ont fait, c'est que à chaque demande d'aide, ils ont donné un gros livre, ils ont vendu un gros livre, et, euh, et ça a fait 800 membres jusqu'à 1941, printemps 1941. Et lorsque, au printemps 41, il y a eu la publication dans un journal aux États-Unis sur le gros livre, ça a fait une explosion. À l'automne 1941, avec l'aide du gros livre, on est passé de 800 membres à 8000 membres en quelques mois seulement, grâce au gros livre des alcooliques anonymes. Pourquoi? Parce que Bill a écrit les récits de leur expérience des 100 premiers membres et il nous a raconté comment se rétablir de l'alcoolisme. Alors, cette semaine, on va voir ce qu'on appelle l'opinion du médecin. Le docteur Silois, c'est le docteur qui a soigné notre cofondateur Bill W. Alors, il nous dit, hein, à la page 26 en chiffre romain, l'opinion du médecin. Nous, les alcooliques anonymes, croyons que l'opinion d'un médecin sur le programme de rétablissement décrit dans ce livre pourra intéresser nos lecteurs. S'il est un témoignage convaincant, c'est bien celui apporté par les médecins qui ont pu se rendre compte de la souffrance de nos membres, qui ont été témoins de leur retour à la santé. Alors, s'il y a des nouvelles aujourd'hui, là, ça, c'est une promesse que si tu prends le gros livre, le 12-12, accompagné par un parrain ou une marraine, tu vas retrouver la santé dans tous les domaines. Parce que Bill nous dit, nous sommes atteints physiquement, mentalement et spirituellement aussi. Et notre cofondateur nous dit que lorsque la maladie spirituelle n'y est plus, les autres maladies disparaissent par le fait même. Alors, je te fais la promesse, par expérience, que si tu entreprends le programme rapidement, tu vas te rétablir rapidement de l'alcoolisme. C'est dans les promesses. On dit, voici la lettre écrite par un médecin célèbre, directeur médical d'un hôpital réputé du pays, spécialiste dans le traitement de l'accoutumance à l'alcool et à la drogue. Alors, on parle du docteur Silrock, le médecin qui a traité Bill. À qui le droit? Je suis spécialisé dans le traitement de l'alcoolisme depuis plusieurs années. À la fin de 1934, j'ai traité un patient, et ce patient, il s'appelle Bill W., notre cofondateur des Alcooliques Anonymes. Bien qu'il eût été un homme d'affaires compétent et capable de gagner beaucoup d'argent, hein, je pourrais même dire intelligent, Bill était très intelligent, était un alcoolique à un degré que j'en étais venu à juger désespéré. Au cours de son 3e traitement, cet homme a acquis certaines idées au sujet des moyens possibles de se rétablir. Dans le cadre de son rétablissement, il a commencé à exposer ses idées à d'autres alcooliques, insistant auprès d'eux pour qu'ils agissent de même envers d'autres. De là a pris naissance une association formée de ces hommes et de leurs familles qui s'est développée rapidement. Et la référence, quand on parle quand on dit, il a commencé à exposer ses idées. On va aller voir les références dans le gros livre. Lorsqu'on va à la page 11 du gros livre, dans l'histoire de Bill, justement, ce qu'on va voir la semaine prochaine, dans l'histoire de Bill, à la page 11, il dit ceci. Il avait fait mention d'une idée simple, fondée sur la religion et d'un programme d'action à mettre en pratique
Cela s'était produit 2 mois auparavant. Et le résultat était éloquent, ça marchait. Il était venu me faire bénéficier de son expérience si je le désirais. Alors ça marche. Et vous voyez que ce n'est pas une question d'année, le rétablissement. C'est une question de pratique du programme. En 2 mois seulement, hein, Abby, son ami d'enfance, s'était rétabli de l'alcoolisme. Alors, et c'est confirmé aussi à la page 634, quand on parle dans l'expérience spirituelle en quelques mois seulement. On peut se rétablir de l'alcoolisme et je vous confirme ça par expérience personnelle. Dès mon départ, mon parrain m'a amené dans l'opinion du médecin pour comprendre la maladie et ensuite, il m'a amené dans le programme pour me rétablir de cette maladie. Alors, il y avait la page 11 dans l'histoire de Bill. Ensuite, il y a d'autres références. À la page 203 et 202 et 203 de notre gros livre. Il dit là, à la page 202 du gros livre, dans le cauchemar du docteur Bob, notre cofondateur, hein, le filleul de notre ami Bill, Bill a été le parrain du docteur Bob. Et il dit ceci, docteur Bob. Vous vous demandez sans doute ce que cet homme a bien pu faire ou dire de différent de ce que d'autres avaient pu faire ou dire avant lui. Il faut se rappeler que j'avais beaucoup lu sur l'alcoolisme et que j'avais parlé à tous ceux qui étaient renseignés sur le sujet ou croyaient l'être. Je me trouvais maintenant en face d'un homme, Bill W., qui avait vécu pendant de nombreuses années l'effrayante expérience de l'alcoolisme, qui avait connu à peu près toutes les expériences possibles pour un ivrogne et qui avait été guéri par les mêmes moyens que j'avais essayé d'utiliser, c'est-à-dire par l'approche spirituelle. Il m'a donné des informations sur l'alcoolisme qui m'ont certainement aidé. Beaucoup plus important encore, pour la première fois de ma vie, j'étais en face d'un être humain qui savait par expérience de quoi il parlait quand il s'agissait d'alcoolisme. En d'autres mots, il parlait la même langue que moi. Alors ça, c'est une autre référence. Docteur Bob. Ensuite, on continue la lecture. Il dit, cet homme et plus d'une centaine d'autres semblent s'être établis. Personnellement, je connais de nombreux cas où d'autres méthodes avaient été totalement infructueuses. Alors, les méthodes traditionnelles, hein, notre cofondateur Bill y en parle, que pour plusieurs alcooliques, les méthodes traditionnelles ne fonctionneront pas. Ça va prendre un réveil spirituel, un programme spirituel. Dans mon cas, je confirme par expérience que les méthodes traditionnelles n'ont jamais réussi à me rétablir de l'alcoolisme. Jamais. Alors, ces faits semblent avoir une extrême importance sur le plan médical à cause des extraordinaires possibilités de croissance rapide inhérentes à ce groupe. Il se pourrait que nous soyons à l'aube d'une ère nouvelle dans les annales de l'alcoolisme. Il est fort possible que ces hommes puissent apporter un remède à des milliers d'autres dans la même condition. Et ça a été écrit en 1939. Alors, on pourrait changer les milliers d'alcoolismes en millions. Parce qu'on sait qu'à travers les années, hein, les décennies, il y a des millions d'alcooliques qui se sont rétablis. Il dit, il est fort possible que ces hommes puissent apporter un remède à des milliers d'autres alcooliques dans la même condition. Vous pouvez absolument vous fier à tout ce que ces hommes racontent sur eux-mêmes. Très sincèrement vôtre, William D. Silwalk, MD. Le médecin qui, à notre demande, nous a remis cette lettre, a eu la bonté de préciser davantage son point de vue sur un autre texte qui est reproduit plus loin. On va le voir un petit peu plus loin. Il y confirme ce que nous, qui avons enduré la torture de l'alcoolisme, devons croire que l'alcoolique a un physique aussi anormal que son esprit. Hein, on va en parler un petit peu plus loin là, de l'allergie. Il ne nous suffisait pas de nous entendre dire
que nous ne pouvions pas maîtriser notre consommation d'alcool simplement parce que nous étions mal adaptés à la vie, que nous étions coupés de la réalité ou que nous étions des malades mentaux. Ces choses se vérifiaient jusqu'à un certain point, en fait totalement pour certains d'entre nous. Mais nous avons la conviction que notre corps aussi était affecté. Selon nous, toute description de l'alcoolique qui néglige cet aspect physique de la maladie est incomplète. On va découvrir ça dans le chapitre de la première étape. La théorie, la référence de ça, là, c'est à la page 35-37, on va aller voir ce que ça dit là. À la page 35, dans le chapitre de la première étape, justement. C'est pour confirmer les dires, là, parce que autre donnée sur l'alcoolisme, là, le médecin s'adresse encore à nous. On dit, à la page 35, les médecins qui connaissent l'alcoolisme s'accordent à dire qu'il est impossible pour un alcoolique de redevenir un buveur normal. C'est impossible. Lorsque j'admets que je suis un alcoolique, aussitôt que Marc-André dépose une gorgée de bière dans sa bouche, là, il y a un phénomène, une allergie qui déclenche une soif insatiable. Je n'ai jamais réussi à me limiter à une, à deux, à trois, à quatre, à cinq. J'ai jamais réussi dans toute ma carrière d'alcoolique. Aussitôt que je mets de l'alcool sur moi, dans moi, il y a ce besoin maladif d'alcool qui se déclenche. Et c'est ça l'allergie physique à l'alcool. Hein, la page 35, on nous dit ceci. Et à la page 37, regardez bien ce qui est dit. On nous donne, ce chapitre-là, la page 37, c'est le chapitre de la première étape, autres données sur l'alcoolisme. On nous donne 3 exemples d'alcooliques qui ont cru après un certain temps qu'ils pouvaient boire normalement. Et là, on prend l'exemple une personne et on dit, il a alors commencé, il a alors commis l'erreur de croire, comme presque tous les alcooliques, qu'en raison de sa longue abstinence et compte tenu de sa discipline personnelle, il pouvait boire comme les autres. 2 mois plus tard, il se présentait à l'hôpital confus et humilié, après une longue période d'abstinence. Il s'est vendu l'idée qu'il pouvait reprendre un verre. Il y a dans ce récit une leçon importante. La plupart d'entre nous ont cru qu'en ne buvant pas pendant une bonne période, nous pourrions ensuite boire normalement. Pourtant, cet homme, à 55 ans, a découvert qu'il était exactement au même point qu'à 30 ans. Ainsi, l'énoncé alcoolique un jour, alcoolique toujours se vérifie-t-il constamment? Lorsqu'après une période d'abstinence, nous retouchons à l'alcool, nous retombons en peu de temps aussi bas qu'avant. Si nous voulons renoncer à boire, nous devons le faire sans aucune réserve, sans caresser l'espoir subtil d'être un jour immunisé contre l'alcool. Je ne peux pas garder d'illusion, de réserve. Je suis un alcoolique chronique. Alors, il dit, la théorie du médecin selon laquelle nous sommes allergiques à l'alcool présente un intérêt pour nous. Mais comme ex-buveur, nous pouvons dire que ces explications sont insensées. Elles répondent à plusieurs questions qui autrement resteraient sans réponse. Hein, et combien d'entre nous se sont posé la question, mais pourquoi? Pourquoi je recommence tout le temps le même manège? Pourquoi je me remets toujours je fais toujours les mêmes erreurs? Je répète toujours les mêmes conneries. Aussitôt que j'ai un verre d'alcool dans mon esprit, il se produit un dédoublement de personnalité. Mon esprit n'est plus le même. Je ne raisonne plus comme avant. Mon raisonnement devient insensé avec l'alcool. Alors, on continue l'opinion du médecin, on dit, même si la solution que nous préconisons est autant spirituelle qu'altruiste, nous conseillons à l'alcoolique atteint de forts tremblements ou dont l'esprit est très embrouillé de se faire hospitaliser. La plupart du temps, il importe que le malade recouvre totalement l'esprit, car il aura alors une meilleure chance de comprendre et d'accepter ce que nous avons à lui offrir.
Ainsi s'exprime le médecin. Le sujet traité dans ce livre me semble d'une importance capitale pour les personnes atteintes d'alcoolisme. J'affirme cela après plusieurs années d'expérience comme directeur médical de l'un des plus anciens hôpitaux traitant de dépendance à l'alcool et à la drogue de ce pays. Par conséquent, c'est avec une grande satisfaction que j'ai accepté la demande d'écrire quelques mots sur un sujet traité dans ces pages avec une telle maîtrise du détail. Les médecins ont constaté depuis longtemps qu'une certaine forme de psychologie morale est extrêmement importante pour les alcooliques, mais la mise en pratique de cette méthode présente des difficultés qui dépassent notre entendement. Même les médecins, les psychiatres de l'époque ne comprenaient pas. Et puis ils ont dû admettre que même eux, ils étaient impuissants devant ce genre d'alcoolique chronique. Ils admettaient leur impuissance. Des cas désespérés. Des cas désespérants, désespérés pour la médecine. Ensuite, on dit, il y a plusieurs années, l'un des plus importants participants à la rédaction de ce livre s'est trouvé soigné dans notre hôpital et pendant son hospitalisation, il a acquis certaines idées qu'il a immédiatement mises en pratique. Alors, c'est notre cofondateur, Bill W., qui avait reçu de son ami Ebby, qui avait mis en pratique les 6 étapes du groupe d'Oxford de l'époque. Et Bill avait connu son réveil, son abstinence. Alors, il est allé voir le docteur Siloak pour lui proposer ça. Plus tard, il a sollicité la permission de raconter son histoire à d'autres patients hospitalisés ici, et malgré notre inquiétude, nous avons accepté. Wow! Wow! La science qui accepte de permettre à la spiritualité de rentrer dans un département de sciences. C'est malade, hein? Ça prend une ouverture d'esprit énorme. Il dit, l'évolution des cas que nous avons suivis était des plus intéressantes. En fait, plusieurs sont étonnantes. La générosité de ces hommes que nous sommes venus à connaître, l'absence totale d'intérêt pécuniaire, alors aucun argent, tu ne me payes pas, c'est gratuit ce que je te donne. Je te donne juste mon expérience, tout simplement. Et leur esprit de communauté sont en effet une source d'inspiration pour celui qui œuvre depuis longtemps et péniblement dans ce monde de l'alcoolisme. Ils croient en eux-mêmes et encore plus en une force capable de ramener à la vie normale des alcooliques chroniques, autrement voués à une mort certaine. Alors, s'il y a des nouveaux aujourd'hui, là, tu peux t'en sortir. La solution, elle peut te rétablir de l'alcoolisme. Il y a de l'espoir. Reste avec nous. Il y a beaucoup d'espoir. C'est ce que j'ai découvert quand je suis arrivé, ma première rencontre des alcooliques anonymes. Il y a quelqu'un qui a partagé son expérience et il a allumé une petite lumière chez Marc-André, la lumière de l'espoir. Si lui s'en est sorti, alors c'est possible pour Marc-André. Et ça fait un peu plus de 34 ans que Marc-André est abstinent dans une vie heureuse. Alors, c'est ce qui t'attend. Certes, un alcoolique doit être libéré de son besoin physique d'alcool et cela requiert souvent un traitement à l'hôpital avant que des mesures d'ordre psychologique puissent être pleinement profitables. Nous croyons, et nous l'avons dit il y a quelques années, que les effets de l'alcool sur ces alcooliques chroniques sont une manifestation de type allergique. Il y en a-tu parmi vous qui ont essayé d'aller prendre juste un verre, là, juste un, puis retourner à la maison après, il y en a-tu? Puis qu'ils sont ramassés le lendemain matin dans des situations abracadabrantes, dans des endroits les plus sordides au monde, mal accompagnés, dans leur, je te dirais pas dans quoi, là, mais bon, c'est ça, hein? L'alcool change notre personnalité. C'est l'allergie physique à l'alcool et je ne le savais pas. J'ignorais que lorsque je mettais un verre dans ma bouche, là, il se déclenche cette soif insatiable. Alors on dit, nous le croyons et l'avons dit il y a quelques années, que les effets de l'alcool sur ces alcooliques chroniques sont une manifestation de type allergique. Le phénomène d'un besoin maladif d'alcool se limite à cette catégorie de personnes et ne se produit pas chez les buveurs modérés. Il y a des personnes qui sont capables de boire normalement, mais Marc-André n'a jamais réussi. Jamais. Dans toute ma carrière d'alcoolique.
Et ma carrière a commencé très jeune, à l'âge de 8 ans. Les victimes de cette réaction allergique ne peuvent jamais prendre d'alcool sous quelque forme que ce soit, en toute tranquillité, une fois qu'ils ont contracté l'habitude de boire et découvert qu'ils ne peuvent plus s'en défaire, une fois qu'ils ont perdu confiance en eux-mêmes et en toute valeur humaine, leurs problèmes s'accumulent et deviennent étonnamment difficiles à régler. La déchéance d'un alcoolique, la faillite totale. Une approche émotive superficielle suffit rarement. Le message susceptible d'intéresser et de retenir l'attention de ces alcooliques doit être intense et puissant. Bill s'est reconnu à travers son ami Abby qui est venu lui raconter son histoire. Et Abby lui a raconté son réveil spirituel à travers les 6 étapes du groupe d'Oxford. Bill est allé rencontrer Dr. Bob, notre cofondateur. Il est allé lui raconter son histoire. Dr. Bob, au début, il disait, Bill, j'ai 15 minutes pour toi. Mais Dr. Bob a tellement été captivé par l'expérience de Bill que Bill est resté chez le Dr. Bob pendant 6h15. Et Dr. Bob n'a plus jamais repris un verre, devenu abstinent jusqu'à sa mort. Le message puissant, c'est mon expérience personnelle, ma déchéance de l'alcoolique et mon rétablissement à travers les alcooliques anonymes et surtout le programme de rétablissement. Qu'est-ce qui s'est produit chez Marc-André pour devenir quelqu'un d'autre? Pour que l'obsession de boire disparaisse. C'est ça que je dois transmettre. Comment j'en suis venu à faire disparaître cette obsession-là et à changer ma personnalité. Alors on dit, dans presque tous les cas, leurs idéaux doivent être fondés sur une force plus grande qu'eux-mêmes s'ils veulent être en mesure de refaire leur vie. Notre deuxième étape. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Pour les nouveaux présents aujourd'hui, ne t'en fais pas avec la puissance supérieure, t'en as déjà une en ce moment même. En ce moment même, tu as déjà 3 étapes du programme de rétablissement de mis dans ta vie. La première étape nous dit, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool et que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as fait ta première étape aujourd'hui. La deuxième étape nous dit, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Si tu es là aujourd'hui à demander de l'aide aux alcooliques anonymes qui sont une puissance beaucoup plus forte que toi-même, tu as retrouvé la raison. Et maintenant, la troisième étape dit, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Alors tu viens demander de l'aide, tu viens faire confiance aux alcooliques anonymes pour rétablir ton problème. Tu viens de vivre les 3 premières étapes de notre programme. Ce simple programme, c'est bien dit, ce simple programme. Ensuite, on dit, dans presque tous les cas, leurs idéaux doivent être fondés sur une force plus grande qu'eux-mêmes s'ils veulent être en mesure de refaire leur vie. S'il y en a pour qui nous donnons l'impression de verser dans le sentimentalisme en qualité de psychiatre à la direction d'un hôpital, nous invitons ces gens à venir sur la ligne de front, avec nous assister aux tragédies, voir les conjointes désespérées, les jeunes enfants, qu'ils consacrent une partie de leur activité quotidienne et même de leurs heures de sommeil à résoudre ces problèmes que l'alcoolique amène. Alors, les plus cyniques comprendront pourquoi nous avons accepté et encouragé ce mouvement. Après de nombreuses années d'expérience, il semble que nous n'ayons rien trouvé. Il faut le faire. La médecine admet son impuissance. Ils n'ont rien trouvé. Il semble que nous n'aurions rien trouvé qui contribue davantage à la réhabilitation de ces hommes que l'action désintéressée qui prend maintenant de plus en plus d'ampleur dans leur milieu. Et là, voici, s'il y a des nouveaux, des nouvelles, ou ceux qui manquent d'informations sur la maladie, regardez bien ce qu'on dit ici. Le docteur Silois dit, hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool.
L'effet d'évasion qu'il procure est tel que même si les buveurs admettent son effet nuisible sur la santé, ils ne peuvent plus, après un certain temps, différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Pour les alcooliques, la vie qu'ils mènent est la seule qui soit normale. Et là, on va nous décrire la personnalité alcoolique. Ils sont impatients. Il y en a-tu qui sont impatients? Irritables, mécontents, aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas de nouveau cette sensation d'aise et de confort que leur procure quelques verres. Ensuite, on dit, comme il arrive à un si grand nombre et que le phénomène de l'obsession s'accentue, les alcooliques traversent les étapes bien connues de la cuite, dont ils émergent bourrés de remords et fermement résolus à ne plus jamais boire. Ce scénario se répète encore, et puis là encore, on pourrait rajouter des encore, hein? Des années de souffrance, des années de turbulence, de confusion. Et à moins que cette personne puisse vivre l'expérience d'un changement psychique total d'esprit, il y a peu d'espoir qu'elle se rétablisse. On va aller voir une référence. À la page 54-55 du 12-12. En bas de la page 54, dans la quatrième étape, on dit ceci. Selon nous, c'étaient les situations qui nous portaient à boire. Quand nous avons essayé d'y remédier pour constater que nous ne pouvions pas réussir comme nous l'aurions vraiment souhaité, nous nous sommes mis à boire de façon incontrôlable et nous sommes devenus alcooliques. Il ne nous est jamais venu à l'esprit qu'il fallait nous changer nous-mêmes pour nous ajuster aux situations, peu importe lesquelles. Alors, le problème, un des problèmes de la maladie de l'alcoolisme, c'est la personnalité. Et l'autre référence est à la page, les réflexions de Bill à la page 1. Regardez ce qui est dit à la réflexion de Bill. Page 1, réflexion de Bill. C'est écrit dans cette page, changer de personnalité. On a souvent dit des AA que nous ne nous intéressions qu'à l'alcoolisme. C'est faux. Hein, on le dit là. Bill, il l'a écrit dans le gros livre que si un alcoolique vient seulement qu'avec l'idée d'arrêter la bouteille, il n'a pas réfléchi encore assez à la question. L'alcool n'est qu'un symptôme. Il y a des désordres émotifs et mentaux qui sont encore plus graves parce qu'on a une personnalité qui nous porte à boire. On a souvent dit d'ailleurs que nous nous intéressions qu'à l'alcoolisme, c'est faux. Pour rester en vie, nous devons vaincre notre besoin d'alcool. Mais quiconque connaît la personnalité de l'alcoolique pour en avoir côtoyé sait qu'un véritable buveur n'arrête jamais de boire de façon permanente à moins de subir un profond changement de personnalité. Rechute, par-dessus rechute, par-dessus rechute, parce que dans la première étape, on explique que le problème, c'est dans la tête de l'alcoolique. Que se passe-t-il dans la tête d'un alcoolique, car il est là le cœur du problème? Alors, je dois mettre de l'ordre dans mon esprit, dans ma tête. Hein, c'est pour ça qu'on a un programme de la 4e à la 9e étape, c'est faire le ménage en Marc-André dans son esprit pour faire de la place là, à ma puissance supérieure, pour me libérer de toutes sortes d'obsessions, parce qu'il n'y a pas juste l'alcool, là. Hein, quand on arrête la substance, on découvre qu'il y a d'autres formes d'obsession qu'on pourrait résumer avec des défauts de caractère. Mes défauts de caractère m'amènent à des pensées obsessives. Et si je nettoie pas mon esprit, même en arrêtant la substance, mes pensées obsessives vont tourner en boucle. Et ça tourne tellement là-dedans, ça m'épuise. Et souvent, ça va ramener des gens à aller boire, à retourner à la bouteille. Pour un alcoolique, boire, c'est mourir. Ensuite, on dit,
Par ailleurs, si étrange que cela puisse paraître à ceux qui ne comprennent pas, une fois qu'un changement psychique s'est produit, regardez là, c'est des promesses. Cette même personne qui semblait condamnée et dont les problèmes étaient tellement nombreux qu'elle désespérait de les résoudre, réussit soudainement, sans difficulté, à surmonter son besoin d'alcool, simplement en s'efforçant d'observer quelques règles simples. Et c'est quoi les règles simples? C'est les 12 étapes à la page 66, 76, 67 du gros livre. Notre méthode, les 12 étapes, ce sont nos règles simples à mettre en application. Pas juste les analyser, pas juste essayer de les comprendre. Oui, il faut les comprendre. Mais Bill nous dit, il ne faut rien de moins qu'une application soutenue à travers ces étapes. Ensuite, on dit, des hommes m'ont lancé cet appel sincère et désespéré. Docteur, je ne peux continuer ainsi. J'ai toutes les raisons de tenir à la vie. Il faut que je cesse de boire. Mais j'en suis incapable. Il faut que vous m'aidiez face à ce problème. Il doit arriver parfois qu'un médecin, s'il est honnête avec lui-même, reconnaisse sa propre impuissance. On a le sentiment que quelque chose au-delà de la force humaine est nécessaire pour produire le changement psychique essentiel. Page 49 dans notre gros livre. Nous le rappelons encore une fois. Hein, ça, là, c'est à la fin du chapitre de la première étape, autres données sur l'alcoolisme. Nous le rappelons encore une fois. Ça, c'est le docteur Silois qui parle. Même, je vais lire un petit peu plus. De nombreux médecins psychiatres partagent nos idées. Alors, c'est le docteur Silois qui a écrit ça. L'un d'entre eux, qui est attaché à un hôpital mondial reconnu, déclarait récemment à quelques-uns des nôtres, à mon avis, vous avez raison lorsque vous dites que l'alcoolique moyen est atteint d'un mal généralement incurable. Quant à vous deux dont j'ai entendu l'histoire, il ne fait aucun doute dans mon esprit que vous n'en seriez jamais sortis sans une aide divine. Les malades comme vous sont trop désespérants. Je ne suis pas très religieux, mais j'ai un profond respect pour l'approche spirituelle dans des cas comme le vôtre. La plupart du temps, il n'y a, à vrai dire, aucune autre solution. Alors, la plupart des alcooliques qui arrivent à A, c'est parce qu'ils ont essayé des méthodes et il n'y a rien d'autre qui a fonctionné. Il dit, et je continue, nous le rappelons encore une fois, il y a des moments où l'alcoolique se trouve mentalement démuni devant le premier verre. Sauf de rares exceptions, ni lui ni aucun être humain ne peut lui fournir le moyen de se défendre. Le secours doit lui venir d'une puissance supérieure. Docteur Silois qui parle comme ça. Là. Ensuite, on dit, nous, médecins, sommes forcés, je retourne à la page 31 en chiffre romain dans l'opinion du médecin, nous, médecins, sommes forcés d'admettre que nous avons marqué très peu de points dans la solution du problème pris dans son ensemble. Nombreux sont les alcooliques qui ne peuvent pas répondre à l'approche psychologique traditionnelle. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui voient en l'alcoolisme uniquement un problème de maîtrise mentale. Ces hommes ne buvaient pas pour fuir la réalité, ils buvaient pour satisfaire un besoin de boire au-delà de tout entendement. Il arrive souvent que les situations résultant de ce besoin impérieux amènent certains hommes à faire le sacrifice suprême plutôt que de continuer à lutter. Hein, le suicide, combien de nos membres vont se suicider? Combien de nos frères, nos sœurs, nos parents vont se suicider par alcoolisme? Des cousins, des cousines, des membres de la famille. Ils n'ont pas la force de lutter, ils n'ont pas de solution. Il dit, la classification des alcooliques semble une tâche des plus difficiles et l'affaire avec force détail dépasse l'objet de ce livre. Il y a bien sûr les psychopathes, le numéro 1. Hein, le premier type d'alcoolique, c'est le psychopathe, qui sont émotionnellement instables. Ils sont rongés par le remords et prennent plusieurs résolutions, mais jamais de décision. Alors, je vais vous donner les traits de caractère du psychopathe et vous ferez l'examen pour voir si vous vous reconnaissez. C'est des traits d'alcoolique, là. Impulsif, irritable,
agressif, mépris pour sa sécurité ou celle des autres, irresponsabilité persistante, n'honore pas ses engagements financiers, amoureux, toutes sortes d'émotions, toutes émotions sont ramenées à eux, de l'égocentrisme, se servent souvent des autres pour assouvir ses envies, égoïsme, aucune morale ou peu de morale, n'avoue jamais sa culpabilité, toujours la faute des autres. Menteur, hein, c'est un mensonge, il invente des mensonges, tendance à se justifier, il peut être dangereux, des relations sociales qui ne durent pas, il peut s'énerver rapidement, puis il peut être indifférent. Alors, c'est les traits de caractère du premier type d'alcoolique, le psychopathe, et j'ai dû admettre que j'avais beaucoup de ces traits de caractère-là comme alcoolique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il y a le genre d'homme qui refuse d'admettre son incapacité à prendre de l'alcool. Il pense à diverses façons de boire. Il varie ses consommations ou change d'environnement. Il y a le type d'alcoolique qui demeure convaincu qu'après une longue période d'abstinence, ça c'est le numéro 3. Hein? Le numéro 3, là, il y a le type d'alcoolique qui demeure convaincu qu'après une longue période d'abstinence, il sera capable de prendre un verre sans risque. Hein? C'est ce qu'on venait d'expliquer dans le chapitre de la première étape. On rencontre également le style maniaco-dépressif. Hein? Le maniaco-dépressif aussi, maniaco veut dire manie. Hein, je sais pas, je me souviens plus du nom, là, je cherche le nom, mais euh, on rencontre également le style maniaco-dépressif qui peut être le moins compris par ses amis et sur qui on pourrait écrire tout un chapitre. Et les traits de caractère d'un maniaco-dépressif, hein, quand on parle de la dépression majeure, les symptômes, c'est une grande fatigue, une grande tristesse, diminution de l'estime de soi, sentiment de culpabilité, émotions négatives beaucoup plus intenses, sensation de souffrance constante, se replie sur soi, replie sur soi, s'isole, perte d'appétit, perte d'intérêt pour les activités professionnelles, sociales, familiales, difficulté à remplir ses responsabilités quotidiennes, difficulté à se concentrer sur une tâche, vouloir en finir avec la vie, et ça peut aller jusqu'au suicide. La dépression peut amener un alcoolique à aller jusqu'au suicide, le sacrifice suprême. Alors, quand on dit à la première, quand on parle à à la préface, quand on dit que nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. Juste à voir les deux traits de caractère des extrêmes, hein? Le psychopathe et l'autre, là, c'est des extrêmes. L'alcoolique est une personne très malade dans sa tête. On dit, le cinquième, puis il existe des personnes qui se comportent normalement sur tous les plans, sauf en ce qui concerne l'alcool. Ils sont souvent talentueux, intelligents et aimables. Toutes ces personnes, sans exception, ainsi que beaucoup d'autres, ont un symptôme en commun. Elles sont incapables de boire sans contracter un goût immodéré pour l'alcool. Ce phénomène, comme nous l'avons suggéré, pourrait être la manifestation d'une allergie qui différencie ces gens et les place dans un groupe à part. Cette réaction face à l'alcool n'a jamais été enrayée de façon permanente, par aucun traitement connu, quel qu'il soit. Le seul remède que le docteur nous propose, hein, que nous pouvons conseiller, est l'abstinence totale. C'est ce que les alcooliques anonymes nous proposent. Une abstinence totale, 24 heures à la fois. Ne prends pas ton premier verre pour aujourd'hui. C'est le seul remède contre l'alcool. Maintenant, connaissant la personnalité d'alcoolique, je dois m'occuper de la deuxième partie du problème, qui est la personnalité. Et les étapes vont m'amener à régler ce problème-là, à rétablir la personnalité alcoolique. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin, on dit, mais dans le milieu médical, l'opinion générale est que la plupart des alcooliques chroniques sont condamnés. Quelle est la solution? Je ne saurais sans doute mieux répondre qu'en décrivant l'une de mes expériences. Environ une année auparavant, un homme a été admis à l'hôpital pour alcoolisme chronique. Quelques lignes plus bas, on dit il avait tout perdu. Il avait perdu tout ce qui compte dans la vie. Seul le goût de l'alcool semblait le maintenir en vie. Il admettait ouvertement qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Après la période de désintoxication, on n'a pas trouvé de dommages permanents causés à son cerveau.
Il a accepté de suivre le programme exposé dans ce livre. C'est la confirmation quand je vous dis là, qu'à l'époque de Bill et Bob, on utilisait le gros livre en psychiatrie, les amis. Dans un hôpital, on donnait le gros livre à des psychiatrisés, accompagnés par Bill et Bob, et ils se rétablissaient. Et là, il dit, il a accepté de suivre le programme exposé dans ce livre. Une année plus tard, il demande à me voir et j'ai alors ressenti une sensation très étrange. Je connaissais cet homme de nom et je reconnaissais quelque peu ses traits, mais là s'arrêtait toute ressemblance. L'individu tremblant, désespéré et à bout de nerfs. Alors, s'il y a des nouvelles aujourd'hui, là, qui se reconnaissent dans cette description-là, regarde ce qui s'en vient pour toi, là. Avait fait place à un homme débordant d'aise et d'assurance. C'est une promesse. C'est des promesses. Il va se produire un changement de personnalité, un changement de vie que tu ne peux pas t'imaginer encore aujourd'hui. Il dit, je me suis entretenu avec lui pendant un moment, mais je ne pouvais toujours pas me convaincre que j'avais déjà connu cet homme. Lorsqu'il m'a quitté, je ne l'avais toujours pas reconnu. À la page suivante, on dit, lorsque j'ai besoin de me remonter le moral, je me rappelle le cas d'un autre homme, un éminent médecin de New York, m'avait adressé. Le patient avait établi lui-même son diagnostic, puis, ayant conclu que sa condition était sans espoir, s'était caché dans une grange abandonnée, déterminé à mourir. Il a été trouvé par une équipe de recherche et conduit chez moi dans une condition désespérée. À la suite de sa réhabilitation physique, il m'a dit franchement qu'il considérait son traitement comme peine perdue, à moins que je ne puisse lui assurer ce que jamais personne n'avait fait que dans l'avenir, il démontrerait assez de volonté pour résister à l'envie de boire. Sa condition d'alcoolique était tellement compliquée et son état dépressif tellement avancé que nous avons cru que son seul espoir résidait dans ce que nous appelions alors la psychologie morale. Même là, croyons-nous, n'aurait peut-être aucun effet. Cependant, il en est venu effectivement à adopter les idées contenues dans ce livre. Il n'a pas pris un verre depuis très longtemps. Je le vois de temps à autre et son comportement est comparable à celui que l'on souhaite trouver chez tout homme. Je recommande vivement à tous les alcooliques de lire ce livre jusqu'à la dernière page. Et s'ils s'en trouvent parmi eux, qui le font avec l'intention de se moquer, il pourrait arriver que ceux-là même restent pour prier. William D. Silwak. Et ce petit passage-là, là, c'est la référence, c'est à l'avant-propos, à la page, le premier avant-propos, là, on dit, la page 13, le but, nous, les alcooliques anonymes, sommes au-delà d'une centaine d'hommes et de femmes qui nous sommes remis d'un état physique et mental apparemment désespéré. Le but principal de ce livre est de montrer à d'autres alcooliques comment exactement nous nous sommes rétablis. Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. Par ailleurs, nous sommes certains que notre mode de vie peut profiter à tous. Même moi, Marc-André, j'ignorais à quel point j'étais malade. C'était quoi la maladie de l'alcoolisme? Et je ne savais pas comment m'en sortir. Et lorsqu'on m'a présenté le programme, j'ai réussi à me libérer de ce mal, parce que c'est un mal, l'alcoolisme. J'ai réussi à me libérer de ce mal. Et c'est pas une question d'année, je le répète, c'est une question de mois. Même dans les premières semaines, on sent déjà un changement. Alors, c'était l'opinion du médecin, le docteur Silois.